Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour, merci d'être avec nous. Et oui, là, je vais essayer d'être encore plus enjoué que d'habitude, puisque donc un souci technique fait que nous sommes à moitié scène. Merci beaucoup d'être avec nous pendant ce festival Quai des Bulles 2024. Pour cette rencontre intitulée Du béton et des arbres, je crois qu'on va parler béton. Et puis les arbres, on verra sur la deuxième partie. Et on va avancer ensemble sur cette rencontre. Je vais vous présenter celui qui est à mes côtés. Je guette les portes en même temps, excusez-moi, hein, je garde un œil sur le haut de la salle. Donc à mes côtés, Antoine Maréchal. Antoine Maréchal, vous êtes le dessinateur de Béton, enquête en sable mouvant, qui a été écrit par Claude Bechtold et Alia Bengana et publié par les presses de la Cité. Ce livre, qui est votre première bande dessinée, est un reportage, une enquête pour comprendre les enjeux relatifs à la matière première incontournable dans notre vie, le béton. Nous serons rejoints par Fred Bernard et Benjamin Flao, que je représenterai quand ils arriveront. Et pour commencer, pour avancer, rentrer dans le vif du sujet et de cette rencontre, et si la télécommande veut... Voilà. Donc, Antoine Maréchal, en vrai, et... Avec des cheveux avec des cheveux. Ah non, c'est maintenant que vous avez des cheveux. C'est après 3 ans, avant de faire une BD, on ressemble à ça, et puis après... Vous aussi, si vous travaillez trop dans le béton, voyez l'effet que ça a. Nos invités, et voilà, on va les passer. Donc, pour démarrer, on ne pouvait pas commencer cet échange autour de vos livres, différents livres, sans pas. C'est pas drôle. Si la régie me coupe le son, ça va pas être drôle. Merci, et je vous remercie. Je fais un one-man show, je serai disponible ce soir en spectacle, ou pas. Donc, on va commencer plus globalement par les thématiques qui nous rassemblent aujourd'hui de manière un peu plus large. Antoine, qu'est-ce qui, vous, dans votre génération, qu'est-ce qui vous a éveillé aux enjeux environnementaux ? Eh ben, pas grand-chose. Parce que je suis diplômé en architecture en 2017. Et je dois dire que j'ai fait donc 5 ans d'architecture. Et quand on dessinait un plan de bâtiment, c'était ce qu'on appelle un pocher, une grosse ligne noire, quoi. Et puis on ne se posait pas la question, on savait que c'était du béton, que ce soit du logement, un musée. Et donc évidemment le béton c'est pratique, on peut faire toutes les formes, on peut percer toutes les fenêtres qu'on veut. Donc on ne se posait pas la question des matériaux, d'où ils venaient, de l'assemblage d'un bâtiment en pierre, en bois. Et donc c'est pas si vieux, 2017, mais moi j'ai pas connu ce qui est en train de bouleverser un peu les écoles, c'est-à-dire de penser d'abord la ressource. Bonjour. Messieurs, prenez les places. Fred, si vous voulez bien vous mettre à côté d'Antoine, et Benjamin à côté de Fred. Oui, tout à fait. Les micros vous attendent. Donc on est d'accord, vous vous êtes laissé happer par Saint-Malo, c'est ça ? Ouais, c'est ça, la ville est beaucoup trop accueillante. On est d'accord. Bon, ça va, c'est bien ? C'est bien l'ambiance ? On vient de commencer, on vous avait attendu un petit peu, et est-ce que je peux ? Voilà. Donc, oui, c'est vous, et puis c'est la vie secrète des arbres. Merci d'être tous les deux avec nous. Donc, à la gauche d'Antoine, Fred Bernard, et à sa gauche, Benjamin Flao. Vous êtes tous les deux respectivement les scénaristes et dessinateurs donc, de La vie secrète des arbres, adaptation du livre de Peter Vollenben, excusez mon allemand, publié chez Les Arènes. Les lecteurs de bande dessinée vous connaissent déjà bien, peut-être que vous avez même pu profiter de l'exposition consacrée au travail de Benjamin qui se tient au premier étage. On vous connaît en solo comme et en duo, nous citerons par exemple Essence ou Le secret de Zara. C'est ça, c'est le 3e livre que vous faites ensemble. Et donc on venait de commencer avec Antoine en abordant les thématiques plus générale autour de l'environnement qui nous rassemble aujourd'hui. Donc Antoine, vous étiez en train de nous dire qu'en architecture, globalement, on apprend à faire du béton. Enfin, c'était mon cas. Moi, j'avais pas du tout de conscience, j'étais pas militant. Je me suis en plus très vite éloigné. J'ai le diplôme, mais après, j'étais trop heureux de faire du dessin, donc je suis allé m'enfermer dans ma chambre, puis mon atelier. Et encore aujourd'hui, je fais de l'illustration. Et je suis passé un peu à côté, mais aussi parce que, en tout cas, ma génération, jusqu'en 2018-2019,
vraiment, je lui dis, les matériaux, la ressource n'était pas une question. Maintenant, j'enseigne en école, je vois que ça a beaucoup changé, et c'est ce qui me rend un peu optimiste par rapport à ce dont on va parler. Et donc, moi, j'ai fait mon éveil en illustrant la BD, complètement. Pour vous, Fred et Benjamin, qu'est-ce qui a généré des questionnements sur notre environnement, sur les enjeux écologiques du moment? Fred, peut-être en premier. En dehors de la bande dessinée? Oui, complètement. Alors moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mon père a voté René Dumont en 74. 1974 pour les plus jeunes d'entre nous, premier candidat écologiste à la mon père, présidentielle. on est allé voir le Mococadis. Il engueulait les Allemands quand ils laissaient partir leur paquet de chips sur la plage qu'ils avaient fini de leur pique-nique. On faisait attention à tout, l'eau, tout ça. Mais c'était pas un écolo de gauche. C'est un écolo de droite. Ah. Il était contre mai C'est plus rare. 68. Il a voté Giscard au deuxième tour. Et c'était pas du tout. En revanche, il avait fait son service militaire en Algérie et il avait participé à l'enfouissement des déchets radioactifs des essais dans le Hogar. Donc ça, plus ça, plus ça. Il aimait la pêche et les champignons. Et en fait, il a été sensibilisé tout de suite, mais par lui-même. C'est pas sa famille qui l'a sensibilisé, c'est lui avec son expérience personnelle. Et donc avec mon frère et ma sœur, on peut vous dire que on est éco-anxieux. Moi, depuis plus de 50 ans, en fait. Benjamin, vous, quand est-ce que ça a commencé, ces questionnements-là? Je crois que ça a commencé avec la mer, puisque je grandis plutôt du côté de la Bretagne. Et donc, nous, on est la génération où on a pataugé dans le goudron, dans les rochers, quoi. Et quand même, il y en a eu, il y a eu le Moco quand même qui a bien marqué les esprits. Voilà. Après, j'ai un père qui était architecte, qui n'avait pas une grande conscience écologique. Et il dessinait très bien, il faisait des très beaux trucs, mais je pense pas que c'était encore bien rentré dans le logiciel, tout ça, quoi. Voilà. Et après, je crois que c'est les Indiens d'Amérique qui m'ont sensibilisé à ça, surtout. Parce que déjà, je lisais Yakari, parce que je viens d'une famille qui allait à l'église le dimanche, et qu'à un moment donné, je me suis aperçu que je ne comprenais pas pourquoi, si on parlait du créateur, tout ça, on faisait ça dans un truc en pierre, alors qu'on pourrait très bien faire ça dans la nature, sous un arbre. Et donc j'ai compris qu'il y avait un problème avec ça aussi, et que voilà, je pense que ça a déclenché quelque chose. Donc à partir du moment où j'ai découvert les Indiens d'Amérique, j'ai plus jamais rentré dans une église, enfin en tout cas jamais aller à la messe, quoi. Et voilà. Et donc la messe, elle a pris une autre dimension. Et en fait, c'est la messe tous les jours. Si on commence à regarder la nature, c'est incroyablement beau, quoi. C'est une expression du vivant dans tous les... Voilà. Et donc ça, ça suffit, ça fait une vie, hein. Ça, voilà. Donc voilà, c'est interminable. Et Fred, plus particulièrement, dans cette histoire, cet héritage que vous avez évoqué, qu'est-ce qui vous a amené à ce livre, La vie secrète des arbres, et à cette thématique? Parce que l'écologie, elle pourrait être prise en compte de plein de façons différentes. Vous auriez pu écrire justement sur la pollution des côtes. Qu'est-ce qui vous amène à ce livre-là? Là, on nous l'a commandé, ce livre-là. C'est l'adaptation d'un roman, enfin d'un livre allemand. Mais moi, j'ai abordé ça bien avant. Mon premier livre jeunesse, il y a 30 ans, c'était La Reine des fourmis a disparu. C'était sur la déforestation. Tout le monde s'en foutait. Pas tout le monde. Mais franchement, beaucoup. J'ai écrit Le secret des nuages. C'est 2 ans après. J'ai eu un papier où c'était des propos écologistes brumeux. Ah ouais, c'était ça qu'il disait. Ouais. Pas dans tous les journaux. Mais quand même, pourtant, c'était hier. C'était hier, alors que maintenant, il y a des collections. Mais heureusement, maintenant, moi, en fait, quand je dis que je suis anxieux, je le suis beaucoup moins qu'avant, parce qu'avant, j'ai l'impression qu'on était 5 ou 6 à en parler dans un coin de la cour, et que maintenant, ça fait qu'on soit pour, contre, dubitatif. La preuve, on est là. Et c'est sur toutes les couvertures de tous les bords, et c'est incontournable. C'est un énorme bloc, il va falloir passer à travers ou passer dessous, je ne sais pas comment on va faire. Mais en tout cas, c'est un sujet. Donc rien que pour ça, moi je suis un peu soulagé par rapport à l'époque où on a l'impression d'être 12 sur 100
à en parler, c'était un peu entre soi, quoi. Comme un mouvement musical qui viendrait de débuter, et ce qui n'était pas le cas, puisque, encore une fois, mon père et quelques-uns de ses potes aussi étaient artisans maçons, mon père. Lui, il s'énervait sur tous les produits utilisés aussi dans le bâtiment, qu'il fallait des additifs pour des enduits, des trucs où il était là, c'est quoi ça encore? Et les gens, ils vont vivre dans l'appart. Et donc ça, voilà, donc là, franchement, celui-là, c'était le plus facile à faire de tous les livres que j'ai fait de ma vie, vu que celui-là, il était fait avant. Moi aussi, c'était le plus facile. Bon, donc ça faisait on avait déjà travaillé ensemble, mais celui-là, franchement, ça a été long, mais c'était pas compliqué. C'était juste du temps. On va en reparler un petit peu après sur comment vous avez travaillé l'un et l'autre l'adaptation d'une matière préexistante et en tant que BDaste. Mais restons encore un petit peu sur ces sujets plus généraux. Antoine, est-ce que c'est Claudia, qui est la co-scénariste et la co-réalisatrice de l'enquête, est issue du monde de l'architecture? Est-ce que c'est ça qui vous connecte au livre? Comment est-ce qu'on vient vous chercher, vous? Comment vous vous retrouvez alors que c'est votre premier album à faire une bande dessinée? Alors oui, c'est Alia et Claude, son mari. Mais j'aime beaucoup cette fusion. Claudia, comme ça, génial. Les deux d'un coup. Créativité. Et donc, Alia, oui, c'est une toute petite histoire, je la raconte vite. Je sors des études, j'essaye de trouver un peu de boulot, un peu en alliant architecture et dessin. Et donc, il y avait une bourse pour aller étudier aux États-Unis. Puis en fait, moi, je voulais faire une BD sur l'architecture là-bas, perfectionner mon anglais. Évidemment, je n'ai pas la bourse, mais dans le jury, il y avait beaucoup de monde. Et un an après, quelqu'un m'appelle, voilà, je suis Alia Bengana, j'étais dans le jury, j'ai vu vos dessins, venez à la maison d'édition. Et en fait, c'était coup de peau, ils attendaient qu'un dessinateur. Donc il y avait l'éditeur autour de la table, les deux graphistes. Tout le monde était dans les starting blocks, donc ça a été un peu une chance incroyable, une condition, je ne sais pas si c'est tout à fait normal d'arriver comme ça. Et elle voulait un architecte, quelqu'un qui s'y connaisse un peu en architecture, et être architecte, ça leur a paru vraiment une évidence, même si je pense que pour le coup, même un non-initié aurait pu quand même... la matière était plus celle d'une enquête, d'un polar, on a beaucoup travaillé la question du genre. Certes, il y avait des bâtiments à dessiner, moi j'ai eu un plaisir immense à les représenter les plus finement et aussi avec tout l'amour, parce qu'on allait d'une certaine manière aussi, je le savais, les attaquer sur la construction, mais il fallait aussi montrer que on a fait des choses extraordinaires avec le béton pour avoir tout un propos plus complexe, quoi. On va parler 2 secondes des gens qui potentiellement sont en face de nous, ceux qu'on ne voit pas vraiment, mais qui représentent peut-être vos lecteurs et des lecteurs de vos albums. Vos deux livres ont quelques mois d'expérience, de vie, et j'aimerais savoir qui vient vous voir sur ces livres. Est-ce que ce sont des lecteurs passionnés de BD, des amoureux de livres, des défenseurs de la nature? Benjamin, peut-être, vous qui avez une carrière et qui attirait les gens longuement dans les expositions, qui vient vous voir maintenant sur ce livre? On en parlait tout à l'heure en sortant, on se disait que ce bouquin, le bouquin des arbres, il a vachement ouvert le lectorat. C'est moins nos copains que tout le monde, quoi. Voilà. Tout à l'heure, il y avait une petite institutrice qui disait qu'elle allait se servir de ce bouquin pour, comme il est découpé en saison, pour tout au long de l'année emmener les gamins voir la forêt. Donc c'est super. Et après, il y a une mamie qui a des arbres chez elle. Après, il y a une femme qui a offert ça à son filleul. Enfin voilà, il y a un peu tout le monde. Il y avait même tout à l'heure un professionnel, un forestier, ou je sais pas, paysagiste. Paysagiste, ouais. Et enfin voilà, donc ça c'est vachement agréable, je trouve. Mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. C'est marrant de voir que on a tous cet instinct que oui, il y a quelque chose il faut qu'on parle de ça. On est sensible à ça. Et d'un coup, on voit qu'il y a des livres qui arrivent. Moi, une belle surprise, c'est ce bouquin qui est arrivé, évidemment, à un moment que j'ai découvert. Je me suis dit, ah super, je vais enfin pouvoir comprendre des choses qu'on m'avait jamais vraiment expliquées, même si je connaissais un peu le travail de Francis Allais, tout ça, qui avait fait un super film d'ailleurs, qui était une belle vulgarisation aussi de tout ça. Voilà, il y a ce livre, et il y a les livres aussi de Fred. Je te fais un peu de promo parce qu'ils sont super. Fred, pour faire des pauses dans son travail, il va dans son jardin et il dessine.
son jardin. Et il le fait avec un amour incroyable. Donc c'est super beau, c'est drôle, voilà. Et de se mettre à la hauteur de ce qui se passe autour de nous, c'est ça un petit peu En fait, c'est ça, c'est de ralentir le temps, prendre le temps de regarder les choses. Et ça fait plaisir, quoi. Voilà, ça fait des bouquins super chouettes. Et sinon, le lectorat, ouais, on sait pas, mais en tout cas, le bouquin il marche, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui l'achètent. En tout cas, il s'additionne au lecteur du livre de départ parce que c'est pas les mêmes. Et Peter Wolleben lui a dit demandez s'ils ont lu mon livre quand ils prennent la BD. Et donc après, on l'a revu et on lui a dit la réponse c'est non. Donc c'est tant mieux. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes. On dit j'avais aimé le livre. Donc c'est des gens en plus. Donc vu que son but à Peter Wolleben, c'est que les gens, au sens super large, regardent les arbres différemment, mais pas qu'en forêt justement. Aussi les pauvres arbres coincés dans les trottoirs avec les racines prises dans les conduites de gaz électriques et tout ça. On n'y pense pas, ça. Enfin, ça, par exemple, autant j'imaginais bien... ça, je ne l'imaginais pas. J'avais jamais pensé aux pauvres racines des arbres isolés sur les trottoirs voilà. Donc... Et Frédéric, quand les gens vous parlent, parce que on sait que généralement les scénaristes c'est souvent avec les scénaristes qu'on parle des histoires quand on est en dédicace. Est-ce qu'ils vous parlent d'écologie? Comment ils vous parlent d'écologie? Qu'est-ce qu'ils disent d'eux à travers cette lecture? Les lecteurs ils veulent en savoir plus sur les arbres. Avant même, ça passe devant l'écologie. On imagine que c'est tout de suite derrière, mais c'est pas moi je suis écolo. C'est plutôt les arbres. J'ai envie d'en savoir plus sur les arbres. Et en ce moment, les gens veulent en savoir plus sur tout. C'est valable pour l'architecture. On soulève un peu tous les capots, là. C'est pour ça que c'est un peu le bordel. Mais on est vraiment en train de regarder sous tous les tapis. Et mon Dieu, sous les meubles, il y a des moutons énormes et tout. C'est des troupeaux d'emmerdements qui débarquent de partout. Et il faut tout gérer en même temps. Donc ce serait bizarre qu'on soit tous super détendus. Parce que c'est normal de stresser un petit peu. Mais c'est bien, on s'y attelle. Et c'est vrai que on s'intéresse à ce qu'on mange. Ça a commencé avec ce qu'on mange, la malbouffe, j'avais 22 ans, avec Jean-Pierre Coff. Non, mais c'est petit à petit, et là, on n'a pas encore regardé ça. Et puis ça non plus, et puis ça non plus. Puis c'est exponentiel. Et c'est une bonne nouvelle, c'est le bordel, mais c'est une bonne nouvelle. Antoine, vous, c'est le premier livre, je disais, donc ce sont les premiers lecteurs que vous rencontrez. Alors, est-ce que vous rencontrez beaucoup de passionnés d'architecture? Est-ce que des amoureux du béton, comme Fred et Benjamin rencontrent des amoureux des arbres? Il y en a. Alors moi, j'étais d'abord très sceptique parce que j'adorais faire ça, mais je dis mais à qui on va vendre ça, quoi, le béton Et donc je suis quand même rassuré. Ça intéresse plein de gens. Évidemment, beaucoup d'architectes, d'ingénieurs, beaucoup de gens qui veulent se donner un peu bonne conscience. Enfin, c'est très amusant. C'est souvent des gens qui disent moi, je travaille dans une grosse boîte, on coule plein de béton. Je vais l'acheter, puis je vais le glisser dans le bureau à l'accueil. Alors vous dédicacez pas, vous dites pas que c'est moi parce que j'ai peur de me faire virer. Mais donc on sent que voilà, ça germe même au milieu des gens qui manipulent le béton. Puis après, c'est vrai que ça intéresse tout le monde. Quand on fait des rencontres, c'est moi j'ai construit mon mur en béton, c'est très bien. Il y a souvent une discussion qui s'engage. Beaucoup chez les gens, dans la construction privée, c'est vrai que le ciment, beaucoup l'ont utilisé. Donc il y a pas une méfiance, mais on pose toujours une question, mais qu'est-ce que vous lui reprochez au béton? Et puis la discussion s'engage, et puis c'est ça qui est le plus important. Et vous êtes le dessinateur du livre. On ne se déplace pas forcément toujours avec les scénaristes, surtout qu'ici, ils sont deux. Est-ce que vous êtes à l'aise justement pour répondre à ces questions, aux questions du public que les lecteurs viennent vous poser? Maintenant que j'ai fait la BD, oui, mais au début, j'étais vraiment flippé parce que moi, vraiment, c'est le degré zéro, je ne savais pas ce qu'il y avait dans le béton. Vraiment, j'ai fait des études en sachant très vite que j'allais pas faire ce métier, mais que j'ai adoré ces études. D'ailleurs, je recommande des études généralistes, histoire de l'art, dessin. Vraiment, on s'ennuie pas. Mais j'ai un peu expérimenté l'agence, puis on sentait bien que la construction, c'était de plus en plus compliqué. Moi, j'ai terminé mes études, on m'a dit le plus beau bâtiment que tu vas construire, c'est celui que tu ne construis pas. Donc, quand on arrive en première année, qu'on rêve tous d'être gens nouvelles, je fais vraiment partie d'une génération où c'est la bascule, c'est la fin des... Vous avez peut-être entendu parler des archistars, donc c'était des architectes qui construisaient des programmes complètement délirants qu'on admirait dans des revues de papier glacé. Et à la fin, quand j'ai terminé, j'ai senti que cette ère était terminée. Et là, on est passé à autre chose et c'est tant mieux. Donc oui, après moi j'aime bien, je suis à l'aise pour parler en fait de ma position, de quelqu'un qui n'était pas un sachant,
qui avait un peu tourné le dos. Et c'est drôle parce que ce sujet, finalement, il est venu. Et il n'y a pas que la BD, on me demande aussi beaucoup d'illustrer. Sur la thématique des arbres en vie, j'ai illustré des textes de loi pour justement améliorer en finir avec la taille un peu très sévère des arbres sur les propriétés privées, faire des choses un peu à contre-courant. Et en fait, tout ce savoir-là m'arrive par mon travail. Je ne suis pas forcément allé le chercher. Et comme quoi, voilà, même moi qui suis pas du tout quelqu'un d'engagé à la base, ces sujets viennent me chercher et je trouve ça quand même intéressant. Fred, je sens que ce que dit Antoine fait écho chez vous. Vous partagez un peu ce qui... Oui, parce que moi j'ai grandi dans le bâtiment du côté de mon père et dans les vignes du côté de ma mère en Bourgogne. Et les problématiques se posent partout. Par exemple, là, c'est passé que tous les climats de Bourgogne sont passés à l'UNESCO. Il y a plein de gens, pourtant ils avaient des grands crus qui valaient une blinde, mais ils faisaient les murs en béton. Et l'UNESCO, alors ok, ils ont tous signé pour que ça soit l'UNESCO. Maintenant, vous m'enlevez ces trucs en béton qui sont atroces. Et vous faites tout en pierre sèche, tu es obligé pour l'UNESCO de tout faire. Voilà. Et mon père, dans le bâtiment, qui a travaillé toute sa vie, mon frère pareil, avec les monuments de France, c'était qu'avec de la récup, puisque quand il refaisait des écuries dans un manoir, il fallait que ce soit des chevrons d'époque, alors pas à une année près, mais il fallait récupérer des chevrons, donc tout tordus, donc tout est plus compliqué, il faut tout caler. Et il y avait tout ce truc où mon père était là, il était content parce qu'il réutilisait des choses qu'il avait été dans le passé et pendant... En fait, ça fait pas si longtemps que ça qu'on fait que du neuf, tout du neuf. Ça fait pas longtemps. Avant, tout était fait avec... les Mérovingiens ont détruit les trucs des Romains, les Romains ont cassé les trucs qu'avaient fait les Celtes, et c'est peut-être au 19e siècle, au 18e, on a vraiment commencé à tout tailler propre pour faire tout neuf. Mais avant, on récupérait... tous les vieux châteaux devenaient des carrières, et puis on récupérait tout ce que ce soit bois, pierre, tout était récupéré. Voire on détordait les clous. Mon père, il me dit, on détord, quand il était petit, les clous pour qu'ils soient d'époque aussi. Donc il récupérait des vieux clous, comment on dit, faits à la main, quoi. Je sais plus, il y a un forgé, voilà. Merci. Et on les redressait. Ouais, maintenant, on n'a plus le temps. Merci pour cette petite leçon d'histoire de l'architecture au passage. Ça rejoint vraiment ton bouquin. Ah non, mais le béton, c'est le seul matériau qui est déjà en lui son propre déchet. Alors c'est un peu en train de changer, on parle de réemploi, mais tous les autres matériaux, on les réutilise, on les réempile. Le béton, pour refaire du béton, alors on peut refaire du béton, mais il faut remettre de l'eau, il faut remettre du sable. Donc en fait, c'est un processus de création. On ne peut pas le réutiliser tant que ça. Et j'ai lu il n'y a pas longtemps, dans je ne sais plus quelle revue, que vu que le sable est trop cher, qu'il n'y en a plus, qu'on casse les... donc maintenant, il y a des machines qui prennent des rochers et qui en font du sable. Et ça dépense une énergie, mais de malade. Et pour avoir plus de détails sur, si vous ne l'avez pas encore lu, pour avoir plus de détails sur justement ce ratissage du sable en règle, le livre d'Antoine est là pour vous éclairer. Oui. On avance un petit peu dans votre processus de création et je vais insister sur le fait que vos deux livres ont un autre point commun que leur thématique, c'est finalement d'où ils viennent. Les deux, je l'ai dit tout à l'heure, sont des adaptations. Alors, Antoine, pour vous, c'est l'adaptation d'un reportage d'enquête journalistique. Et pour vous, Fred et Benjamin, c'est l'adaptation d'un livre original. Fred, je vais vous laisser la parole. La vie secrète des arbres, c'est donc cette adaptation. Et pourtant, vous êtes plutôt un auteur d'œuvres originales. En tant que scénariste, en tant que dessinateur, auteur complet, vous avez pu l'évoquer. Comment est-ce que vous êtes venu à cette adaptation ? Vous nous avez dit que c'était une commande de l'éditeur ? Oui, alors c'est la première fois que je fais une adaptation, en effet. Je ne ferai pas que ça. Parce que, mais moi, j'ai adoré. Pour dire vrai, j'étais pas le premier sur la liste. Il y a 4 personnes, 2 filles, 2 garçons qui sont passés avant moi et qui ont échoué, lamentablement, j'ai envie de dire. Et nous ne dirons pas qui, évidemment, pour préserver leur réputation. Non, mais juste, en fait, ce qui se passe, je plaisante bien sûr, mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais les éditions des arènes avaient super envie que ça se fasse, les Allemands aussi, enfin, voilà. Mais ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Ils voulaient que ça se fasse. Et donc, en revanche, donc, les primo-arrivants ont fait des choses qui ne convenaient pas à l'idée qui se faisait de l'adaptation. Et mon Benjamin, lui, il était retenu pour le dessin.
Et donc, après, enfin, quand le dernier était remercié, et il a dit, vous voulez pas demander à Fred ? Ça sera plus simple. En effet, il aime Ils bien. sont arrivés avec un scénario qui était pas très intéressant. Que c'était en fait le bouquin stabiloté, machin, avec un gars qui se promène dans la forêt en blouse blanche. Enfin bon, bref, ça n'a aucun intérêt. Du coup, j'ai fait, moi, je veux pas faire ça. Ça m'intéresse pas. Voilà. Donc C'est comme ça que ça s'est passé. J'ai proposé Fred. Parce que Fred, voilà. Il s'est dit que j'allais C'est peut-être y fait. arriver. Et puis moi, franchement, quand j'ai commencé en me disant, bon, je vais être le 5e recalé, il n'y a pas de raison. Non, mais quand on sait pas ce qu'on veut, c'est compliqué de. Et puis non, ça a fonctionné. Mais ça a fonctionné peut-être aussi parce qu'on était potes avant et qu'on a déjà travaillé ensemble et que du coup, on a vraiment fait le truc à deux, quoi. C'est-à-dire que je vais pas filer. J'ai croqué. Ouais, en fait, Fred, on a vraiment fait ça. Il est aussi dessinateur. Donc quand il écrit des storyboards. Donc moi, je reçois un storyboard, donc je sais l'espacement des textes, tout ça. Et puis il y avait aussi dans enfin en tout cas dans ce qui m'a fait proposer aussi à Fred, c'est qu'il a la culture de la Hulotte, quoi. Le petit journal de la Hulotte qui est tous lire ça, journal de vulgarisation qui est très très bien fait, qui oscille entre des choses très documentées, très précis, et des choses un petit peu plus rigolotes. Et c'est ce qu'on a essayé un peu de faire. C'est un peu l'esprit du bouquin. Voilà. Donc on avait déjà, en tout cas, j'avais déjà un peu moins une vision de ce que ça pouvait être. Et puis il l'a confirmé. C'est-à-dire que ouais, je trouve que c'est dans la lignée un peu de la Hulotte. Oui, j'aurais pas fait sinon, je pense. Ouais. Et donc, Benjamin, vous venez nous dire que vous étiez là avant Fred sur le projet. Qu'est-ce qui fait que l'éditeur vient vous contacter ? Comment est-ce qu'il vous contacte ? Qu'est-ce qu'ils vous disent à ce moment-là ? Est-ce que c'est a priori alors les planches qu'on peut voir au premier qui les avaient de toute façon convaincus sur votre capacité à mettre en scène, à illustrer la nature dans de la bande dessinée ? Je sais pas du tout comment, je sais pas comment ils ont, peut-être ils sont tombés sur des bouquins où il y avait des arbres. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns dans mes bouquins, donc voilà, c'est comme ça. Non, mais le fait est que c'est hyper important. De la même façon que quand il dessine la mer, il n'y a pas deux vagues pareilles. Non, en effet. Quand il dessine une forêt ou des arbres, il n'y a pas deux branches pareilles. Et franchement, on a tous des tics. Tous les dessinateurs ont des tics. Alors une branche c'est comme ça, après ça fait ça, après ça fait ça. C'est ça. Et donc, Benjamin, lui, ça coule. En fait, il y a un truc naturel, très freestyle, quoi. En fait, et du marrant, coup, ouais. c'est pas répétitif, alors que c'est quand même des centaines de cases d'arbres. L'arbre, il a cette particularité, c'est qu'il a un mouvement qui est en nous, en fait, qu'on peut répéter, puisque en fait, on est aussi, on peut bouger comme voilà. On peut suivre. Quand on dessine un arbre, il suffit de le regarder, de le suivre, et puis on voit que c'est des trucs qui sont relativement naturels, quoi. Enfin, oui, c'est naturel. C'est des mouvements qu'on a en nous, quoi. Donc, au bout d'un pinceau, on peut, voilà, bref. Donc, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ça, parce que j'ai l'impression que c'est comme une espèce de maître de danse, quoi, l'arbre. Il t'emmène à faire une danse. À sa vitesse. En plus, il a mis longtemps, mais il a une espèce de souplesse comme ça, que toi, tu peux faire en 2 secondes. Et lui, il a mis 100 ans. Et donc, nous vous donnons le défi, l'exercice de vérifier dans l'exposition s'il y a 2 branches d'arbres identiques. C'est le jeu des 7 erreurs. Et donc, des 2 branches d'arbres identiques sur l'ensemble des planches présentées. Antoine, on a commencé déjà un petit peu à évoquer sur comment vous étiez arrivé sur ce projet-là. À quel niveau, à quel point les reportages étaient avancés quand vous êtes contacté ? Parce que dans le livre, vous dites que, vos scénaristes disent que vous avez été engagé pour des illustrations d'abord. Oui, tout à fait. Les reportages, ils étaient en cours de réalisation. Donc j'ai eu une chance incroyable, c'est qu'en fait, moi, j'ai vécu avec la matière que je devais adapter. En fait, j'allais souvent, donc ils habitent en Suisse, à Lille avec l'autre, j'allais souvent chez eux, 15 jours. Je gardais les enfants en même temps, et puis c'était pratique pour tout le monde. Et eux, ils revenaient de leur journée d'enquête, donc ils me racontaient, j'étais en prise directe. Donc vraiment, c'est une adaptation, mais en même temps, bon, j'étais un peu je sais pas, le 3e enquêteur, mais j'étais un peu, je sais pas, comme dans C'est pas sorcier, quoi, le mec qui est dans le camion, et puis qui essaye tout de suite le soir même, on discutait, les enfants couchés, hop, ah oui, aujourd'hui j'ai rencontré un tel, alors, et puis voilà.
Claude et Alia, il faut savoir, c'est des gens très passionnés, ils racontent avec des gestes. C'était cinématographique, quoi. Moi, c'était très rapide, en tout cas, de faire un storyboard, un vrai plaisir, parce que c'était en prise presque directe. Et puis, je fais une petite aparté, mais ça rejoint ce que vous dites, c'est que j'aurais pas signé pour faire l'adaptation d'un court illustré. Moi, j'avoue, je lis très peu de BD de reportage, mais tout de suite, ce qui m'a plu, j'ai compris qu'on allait mettre en scène ce couple qui, pendant le Covid, a des difficultés sur le plan professionnel, tout s'arrête, et du coup, ils disent, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire une enquête, et tout ça s'imbrique, plus la gestion des enfants qui jouent un rôle important, parce qu'ils ont leur gosse sur le dos, c'est le cas de le dire. Et donc, et moi j'étais au milieu d'eux, donc je dis en fait on va raconter ça, et c'était un angle qui m'a tout de suite plu, avec une première partie qui fait référence à la jeunesse d'Alia en Algérie. Et qui, pour moi, quand elle me racontait ça, c'était comme un film de James Bond. Vous savez, les 20 premières minutes, ça se passe dans un pays étranger, il y a un truc qui se passe qui va avoir un lien dans l'enquête après, enfin le méchant va le retrouver. Et tout ce qu'il me racontait, c'était comme ça. Je dis, mais c'est un scénario, qui a écrit ça, quoi. Et en fait, non, c'est ce qu'ils rencontraient durant leur journée d'enquête, quoi. Et donc, vous êtes... Parce que la bande dessinée raconte justement aussi tout ce parcours d'enquête, et donc vous êtes, vous, là tout le temps, mais pourtant, dans la bande dessinée, vous n'y êtes pas. Oui, c'est vrai, c'était une question... c'est vrai. En fait, moi, je viens du dessin d'architecture. Ça a été un vrai challenge de dessiner des personnages. Je pense que j'ai appris en fait en faisant la BD. Donc, on voit l'évolution des mains et des pieds au cours de l'album. Et donc, c'était déjà difficile de dessiner des gens qui existaient vraiment. J'ai pas, je crois que me dessiner moi-même j'ai essayé de simplifier au maximum ces questions de personnages ou de rapport à la réalité. Donc, quand il y avait des personnalités publiques, évidemment, il fallait les représenter. Claude et Alia. Claude, il est un peu plus gros pour des questions de mouvement. C'est toujours plus agréable de dessiner quelqu'un qui a des rondeurs. Voilà. Et donc, c'est vrai que je me suis fait un peu la main. En même temps qu'on storyboardait la BD, il y avait ces articles qui sortaient au compte-gouttes. En fait, c'est une série de 2 articles qui sont sortis sur, on va dire, une année. Dans un journal, alors c'est pas Le Temps, ça s'appelle ID News, mais c'est les mêmes, c'est à Genève. Et donc je produisais de manière régulière pour ce journal des illustrations sur ces enquêtes. Donc déjà je me faisais un peu la main, autant sur le sujet que sur les différents acteurs qu'on allait retrouver de manière approfondie dans l'ouvrage. Donc oui, tout ça a été mené un peu en parallèle. Je vous remercie. Comme on parle d'adaptation, Fred, j'ai envie de savoir, quand Benjamin vous contacte, ce livre, est-ce que vous le connaissez ? Et si vous le connaissez, donc qu'est-ce que vous en... Alors, comment est-ce que vous l'avez rencontré, ce livre ? Il y a 1 million de Français qui ont lu le livre d'origine, et moi je l'ai acheté dans un relais H, à la gare. Je disais, c'est quoi ce bouquin ? Alors, j'en avais pas entendu parler. Juste, j'ai été attiré par la photo de couverture où c'est l'automne, il y a de la mousse, des feuilles mortes, c'est magnifique. La vie secrète des arbres, c'est écrit gros, je peux le lire. Donc je l'achète et je le dévore dans le train. Franchement, entre l'aller et le retour, ça se lisait relativement vite. Et j'ai tout de suite adoré. Puis peu de temps après est sorti un 2e bouquin, Vie secrète des animaux. Je l'ai acheté. Et après un 3e bouquin, je ne sais plus quoi, mais je l'ai acheté et je l'ai lu aussi. Donc j'avais lu les 3. Et ils pensaient que j'avais menti aux arènes. Que j'avais dit, oui, bien sûr, je connais. Non, j'avais vraiment lu. Et ils s'en sont rendus compte, quand j'ai commencé à bosser sur l'adaptation, ils ont fait, ah oui, non, mais en fait, t'as tout lu, quoi. Je dis, ben oui, sinon, je l'aurais pas dit, ça aurait été débile de dire, oui, bien sûr, je connais. Et en revanche, en le relisant avec l'idée de l'adapter, j'étais là, oh là là, c'est super mal foutu, en fait. Il n'est pas là, hein. Non, mais je lui ai dit... Si l'auteur est caché dans la salle, qu'il ne se dévoile pas, s'il vous plaît. Mais en fait, quand je l'ai lu, j'y ai pris plein de plaisir. Et puis, j'étais pas en train de faire une analyse critique. J'ai juste pris toutes les infos qui m'intéressaient. Et en le relisant, je me suis rendu compte que ce soit les thématiques qui sont soi-disant réunies en chapitres, en fait, il a oublié de dire un truc là, du coup, il l'a mis là. Il y a des tas de trucs qui ne fonctionnaient pas, des problèmes de traduction aussi. Et donc, en fait, après, il travaille avec sa femme. Donc, lui, elle réorganise ses idées. C'est écrit à 4 mains. Et après, c'était mal traduit. Donc, il y a plein de choses qui expliquent que c'est pas... Mais ça n'empêche pas de le lire, et il est super. Hein. Mais quand on le relit, c'est moins bien.
Parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas bien. Et donc, j'étais un petit peu gêné de me dire, je vais... En fait, j'ai tout démonté comme un vieux moteur. J'ai tout démonté, j'ai fait des boîtes par thématique. La photosynthèse, les mycorhizes, les tempêtes, le gel, les sécheresses, les attaques de parasites. J'ai fait des boîtes, j'ai mis tous les trucs dedans. Et après, je me suis dit, alors ce qui n'est pas une idée fabuleuse, je me suis dit, alors maintenant, ces thématiques correspondent à différents moments des saisons, en fait. Le moment des floraisons, c'est le printemps. Les tempêtes, c'est souvent quand c'est l'hiver qui a le plus de vent, même s'il y a des orages l'été. Donc en fait, tout s'est un peu organisé naturellement. T'as super bien bossé, t'as bossé. J'ai bossé, on a bossé 2 ans comme des malades en vrai, mais cool. Comme des malades, mais cool. Ouais, c'est-à-dire des malades qu'on n'interne pas, quoi. Des malades cool, ouais. Et je me suis dit que c'était aussi important. Ils ont dit, mais oui, mais en fait, on raconte aussi sa vie en parallèle. Donc, on a son enfance, il fait des cabanes, c'est super. Son adolescence, ses études d'ingénierie forestière, où il pense qu'il va sauver il est amoureux des arbres et il se rend compte que sa vie, ça va être de les détruire, de les traiter, de les couper, les coupes rases et tout ça. Donc, il fait une dépression nerveuse, on peut dire. Et il se met à dos toute sa hiérarchie parce qu'il veut gérer ça différemment. Donc en fait, tout ça, c'était aussi intéressant que ce qu'on apprenait sur les arbres, c'était son cheminement personnel. Et donc en parallèle, j'ai lu plein d'articles de presse, et il y en avait un paquet. Oui, parce que dans son livre, il n'y a pas ces dimensions. On m'a dit Bah, qu'il y a de pas temps ces en dimensions. temps. Alors c'est ce que moi j'ai Ouais. vraiment adoré dans Donc le je suis BD, allé picorer. c'est que ça, c'est intrinsèquement lié, quoi. Son parcours, c'est doux, c'est très très. Ouais, parce que quand il est sur le volant dans la bagnole, Il fait son burn-out. Ouais. Ah ouais, il craque complètement et il veut partir en Suisse ou en Suède, mais il dit mais plus jamais l'Allemagne, quoi. Comme Et beaucoup de gens. à quel moment cette histoire personnelle vous l'intégrez dans le récit des arbres? À quel moment est-ce que ça vient dans la construction de l'histoire? Je commence, il est gamin et on finit. Non, mais quand vous écrivez, à quel moment est-ce que vous choisissez ce levier de parler de lui pour pas juste parler des arbres, pas parler des arbres? Parce qu'il fallait faire des pauses aussi dans. Je vous explique les arbres comment ça marche, quoi, parce que c'est vachement c'est agréable à lire, on espère, mais on sait que c'est dense, quoi. C'est pas une île flottante, quoi. On est plutôt dans le gros cake. Et Je te raconte pas le béton alors. ouais, c'est le gros cake avec des morceaux de fruits. Il y a des noix, il y a tout, quoi. Et donc t'en prends une petite tranche fine. Sinon. Et donc je me suis dit, une fois qu'il t'a expliqué les petits trous dans les feuilles qui respirent, enfin, j'adore, hein, mais donc après on fait une petite pause et il nous raconte que quand il était petit, on lui avait offert une horloge style des coucous. Il y a des espèces de coucous qui sont pas suisses, qui sont allemands, et il avait tout démonté pour voir comment c'était fait dedans, et puis incapable de le remonter. Et donc c'était le genre d'histoire, j'étais là, mais oui, mais ça faut le mettre, quoi, parce qu'après, il faisait cette analogie parce qu'il a essayé de comprendre comment fonctionnait la forêt. Et dans l'école d'ingénieur forestier, on ne lui a absolument pas appris expliquer comment fonctionne une forêt. C'était juste, alors ça se coupe. Alors ceux-là, ils se coupent à 60 ans. Ceux-là, il faut les planter tous les 4 mètres. C'était ça qu'on lui apprenait. Et Gilles Clément a exactement le même parcours en paysagisme. Hein. C'est-à-dire qu'à l'école de Versailles, on dit, moi, on m'a d'abord appris à tuer. Tuer tout ce qui va bouffer, grignoter les racines ou les feuilles des plantes que je vais avoir envie de planter. Donc le monde change. Non mais c'est pas que douloureux, quoi. C'est pas que des mauvaises nouvelles de se poser toutes ces questions. Parce que moi j'attends ça depuis 45 ans. C'est long. Non, mais c'est vrai, mon père qui est encore en vie, il me dit, tu vois, enfin je te l'avais dit un jour. Un jour. Non mais si, c'est ça. Il me dit, tu vois, enfin tout le monde en parle, quoi. Même si c'est pour dire, mais c'est chiant, c'est coercitif. Évidemment que ça l'est. Et la preuve, on en parle aussi aujourd'hui. Benjamin, cette dimension pédagogique dans ce récit, en tout cas, qui est présente, comment est-ce que vous l'avez accueilli la première fois? Est-ce que ça vous a questionné, fait peur? Parce que vos récits à vous sont plutôt des récits romancés. C'était pas une dimension dans laquelle on a l'habitude de vous voir? Alors moi justement j'aborde souvent la nature, enfin le vivant, avec une part de mystère. J'aime bien
comme je suis pas un grand scientifique, je mets du mystère. Je fais comme les gens qui savent pas, quoi. Et effectivement, je sais pas grand-chose. Et par contre, je sais qu'il y a quelque chose à l'œuvre derrière, quoi, quelque chose de plus grand. Et quand j'ai vu le titre de ce bouquin, La vie secrète des arbres, et en plus, moi, ça résonnait avec un disque de Stevie Wonder qu'on avait à la maison qui s'appelait The Secret Life of Plant, qui est un disque un peu à part dans l'œuvre de Stevie Wonder. Et ça ah ouais, moi j'ai grandi avec ce truc. Donc c'était assez, et c'est un disque qui est très beau. Enfin, c'est autre chose, bref, et qu'il a fait pour les plantes. On disait que c'était une musique qui rendait les plantes heureuses et qui les aidait à pousser, en tout cas. Voilà. Et donc quand j'ai vu ce bouquin, je me suis dit, mais la vie secrète des arbres, quoi. Ok, on va pouvoir comprendre les secrets de ce qu'il y a derrière, en fait, de ce que moi je mets. En fait, il y a quelqu'un qui s'est intéressé un petit peu. Voilà. Et donc ça m'a super attiré. Et puis après, j'ai des enfants. Donc, comment leur parler de ça ? Moi, je ne sais pas faire. Donc là, ça a été l'occasion de le faire, déjà. Et voilà. Et je trouve que la vulgarisation, ça a du bon. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui reprochent à Peter de faire de l'anthropomorphisme, etc. Mais jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'on est tous un peu... si on était plus intelligent, peut-être qu'on n'aurait pas besoin de faire de l'anthropomorphisme, mais c'est pas le cas. On a besoin qu'on nous parle quelquefois un peu comme des demeurés, parce que vous, en tout cas, qu'on nous parle, c'est pour qu'on comprenne, et moi le premier. Et donc ça marche, quoi. Super. Moi, je suis complètement client. Et du coup, le fait de faire une vulgarisation, je trouvais ça encore mieux, de mettre des images, pour que les gamins à l'école aient envie de plonger là-dedans, quoi. Et je trouve que justement, de parler de sa vie à lui et de son parcours, ça nous aide aussi, par empathie. On a un petit peu la même... ça parle de nous aussi, quoi. De nous enfants, de nous adultes, de nous face à nos questionnements. Et voilà. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça, à faire de la pédagogie, voilà, à transmettre quelque chose. Je pense que le plaisir est partagé à la lecture. Avant de continuer sur notre échange, comme on est sur de l'adaptation et de l'adaptation de textes, alors texte long avec un roman, texte sur un format différent avec le reportage, Antoine, peut-être d'abord, comment est-ce qu'on on pense la place du texte dans la bande dessinée ? Vous, c'était votre première fois. Est-ce que ça a été inquiétant de vous dire qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que j'écris, qu'est-ce que je montre ? Est-ce que ça a été difficile ? Est-ce que ça a été un défi pour vous ? Oui, parce que alors déjà, ni Claude ni Alia n'étaient scénaristes, donc déjà on a mis bien du temps, c'était même un peu un travail de ping-pong très chouette, à 3. Et après, quand on a commencé quand même à avoir, on va dire, un chapitrage pour s'aider, et puis que la matière textuelle, en fait, finalement, moi j'avais accès directement à l'article et j'étais assez libre de choisir un peu ce que je voulais ou pas. Après, j'ai quand même vite compris qu'il y avait une masse d'informations, c'est ce que tu dis, un peu un cake, quoi. Donc, et que le texte allait être premier. Donc, c'était une toute petite frustration. Je dis, il faut déjà d'abord que j'écrive tout le texte à la main, et puis que je fasse des bulles, puis je vois ce qui me reste. Et puis il me restait rien. Donc on a commencé à doubler le nombre de pages. Pour la petite histoire, moi j'ai dit qu'on le faisait en 1 an et demi, on a mis plus de 3 ans. Et donc parce qu'on a et encore, heureusement les éditeurs ont dit à un moment il faut arrêter, Antoine, parce que j'aurais mis encore plus de pages. Et je trouve que d'ailleurs vous avez vraiment réussi cet équilibre texte-image qui est très très plaisant. Nous, je trouve qu'on s'est plié à l'exercice, mais on aurait encore, enfin à mon goût, on aurait encore plus. Enfin, c'est pas dilué, mais qu'il y ait, il y a l'information, mais qu'elle soit prise dans une histoire, avec qui fait la part belle aussi à des ambiances, c'était beaucoup de travail, ça. Au cinéma, on a une règle qui est le show don't tell. Est-ce que ça marche aussi en bande dessinée ? Donc, montrez, ne dites pas. Fred ou Benjamin, sur ce sujet, lequel vous qui êtes tous les deux auteurs complets de bande dessinée. Alors, il y a un truc, c'est que on est sur des choses documentaires, et on est obligé de mettre un nom en face de quelque chose qui est une graine ou une espèce. Donc il y a des choses qu'on est obligé de montrer.
Et puis d'autres, bah non. D'autres, on essaie justement, tant qu'on peut, on essaye de faire ça. Là. Je ne connaissais pas le terme, mais oui, c'est ça. Et nous, on avait envie d'un livre aussi qui soit où il y a beaucoup de blanc, très aéré, parce que c'est pareil, on a un petit peu peur des gros cakes qui dansent. Et donc on avait envie de mettre ça, parce que on pouvait être très vite étouffé dans la forêt, quoi. On pouvait être très vite, tu vois, voilà. Puis Fred a eu cette idée justement de faire par saison pour pas avoir un livre tout vert. Oui, aussi. Ça aussi, c'était bien de passer par l'hiver pour faire une petite respiration, l'automne, etc. Et voilà, mais c'est important d'avoir, en tout cas, de partir avec une vision de ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Il n'y a que l'expérience du lecteur qui peut. Voilà. Après, il y a l'éditeur. Hein. Par exemple, moi, il m'a enlevé il m'a dit bon, pas trop de blagues. Parce que j'avais commencé à croquer les chapitres qui étaient chatoyants pour moi. Celui-là, il va être génial. Donc avec les castors notamment, c'est important. C'est important les castors. Il y a tout un bouquin là qui est sorti de Morisot sur les castors. Mais on le sait, mon père m'expliquait quand j'étais petit, les castors, c'est hyper important. Tout le monde s'en foutait. Et donc je commence par les castors, évidemment. Alors Peter, il était tout seul dans la forêt, donc je fais parler les castors. Ah salut, ça va. Enfin, les castors parlaient, et donc ils m'ont fait. Fais pas parler les animaux. Donc on a demandé à Peter, est-ce que vous avez un chien? Oui. Comment il s'appelle? Maxi. Bon bah super. Alors comme ça, il sera avec son chien, parce que le gars tout seul tout le temps. Là, au moins de temps en temps, il fait. Allez Maxi, viens. Donc il se passe un truc. Non mais c'est bête. C'est super important. Oui, c'est ça. C'est important qu'il se passe des choses dans une BD. Moi, je vois complètement Je suis ces très moments-là. sérieux. Nous, on avait les enfants qui, un soir, rentrent et ils étaient déguisés en Star Wars. Enfin, voilà. Et je dis, mais c'est génial, Star Wars. Enfin, avec Claude Allais, on a cette idée pour parler des grands cimentiers, en fait. Et là, on part sur un délire. On dit, mais en fait, Darth Vader, c'est le grand maître de l'univers. Il a tous les cimentiers. Et on fait toute une séquence. On part des gamins qui est réels, qui rentrent déguisés. Et on fait tout un chapitre qui était en plus un chapitre qui me faisait peur, avec beaucoup de chiffres. Voilà. Telle boîte, elle fait tel temps de béton, tant de chiffre d'affaires, et en fait on raconte tout avec des planètes, des bétonneuses en vaisseau spatial, et tout, voilà. Mais c'est important de trouver toujours un biais, quoi. Bah oui, sinon. Fred, et donc vous nous expliquiez que quand vous avez travaillé le scénario, vous avez créé ces boîtes avec les thèmes, mais les textes. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous avez conservé scrupuleusement des parties de texte écrites, ou est-ce que vous les avez recomposées? J'ai tout réécrit 3 fois. J'ai tout réécrit 3 fois. Et mais avec plaisir encore une fois, ça peut paraître le pauvre. Non, c'était génial parce que c'était de mieux en mieux. C'est-à-dire que sinon j'aurais. Non mais en fait, je l'ai fait une première fois, ça s'appelle le premier jet, quoi. Et puis, d'ailleurs, c'est là où ils ont fait OK, moi ce sera toi, enfin ce sera vous. Et après, alors j'ai relu, je me disais, j'ai amélioré. Et heureusement, il y avait Anaïs Paris, donc une de nos éditrices qui était bilingue allemand, hyper important, parce que Peter, il parle anglais comme moi. Non, mieux. Mais pas avec le même accent. Non, il parle mieux que moi. Enfin, moi, je le comprends pas, mais... Et... si je comprends pas, c'est qu'il parle pas bien. Et Anaïs, parce que moi je pouvais pas parler de plantes et de racines et de photosynthèse ni en anglais. Enfin, c'était impossible. Donc grâce à elle, on pouvait poser des questions, avoir des réponses, parce que c'était pas évident de parler de trucs techniques dans une langue qui est pas la tienne, déjà dans la tienne. Mais donc elle m'a vachement aidé. Parce que moi il y a des trucs, je savais pas comment, je comprenais pas dans le livre. C'était des problèmes de traduction. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, la sève, il n'y avait pas le mot sève. Jamais. Et donc, je disais, c'est quand même dingo, quoi. Il parle des arbres pendant 200 pages, il n'y a pas le mot sève. C'est solution sucrée et solution je ne sais plus quoi. Parce que nous, on parle de la sève élaborée qui monte et de la sève brute qui descend, ou l'inverse, je ne sais plus. Et donc, en fait, elle avait traduit littéralement le mot allemand en français, et vu qu'ils ne disent pas sève, il n'y avait pas de sève. Il y avait une solution. Et donc, plein de trucs comme ça où franchement je savais pas quoi en faire. Donc c'est grâce à Anaïs, elle a demandé mais non, en fait il m'a expliqué. Je fais OK, d'accord, c'est plus clair maintenant.
Mais ça n'a pas gêné 1 million de Français de lire le bouquin. C'est ça, c'est comme on vote, quoi. On vote. On verra bien après. Et donc, il y a plein de gens qui votent comme ça, comme ils lisent. Ils ne comprennent pas, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est comme ça que je reste sur le... Si c'est de l'adaptation, si c'est des adaptations qu'on parle fondamentalement, alors, hop, je vous avais prévu aussi en passage quelques extraits de planches ici, de Béton et d'Antoine, et donc des scènes d'échange et un extrait de parmi les premières pages de balade dans la forêt. Ça, c'était pour vous accompagner, mais je voulais vous amener, hop, à ce travail de bande dessinée, puisque on dit que c'est de l'adaptation, mais fondamentalement, vous avez 2 bandes dessinées, vous avez produit 2 bandes dessinées, et donc on se dit qu'il y a quand même des choses qui sont similaires dans l'adaptation quand vous faites de la création. Antoine, peut-être déjà, le travail de documentation, pour vous en tant que dessinateur, est-ce que ça a été un enjeu aujourd'hui, est-ce que ça a été une difficulté, ou au contraire, est-ce que l'ère Internet fait qu'il n'y a plus aucune difficulté ? C'était pas une grande question, parce que déjà de travailler sur place, avec parce que la matière vivante, déjà, les décors, les lieux, les gens étaient quasiment devant moi. Et puis après, il y a quand même beaucoup de lieux, de bâtiments que moi j'avais étudiés. Je me faisais un plaisir de les illustrer. Donc oui, je suis allé chercher des images, mais c'est des choses que je connaissais assez finement. Pour la petite histoire, j'avais commencé un projet de BD historique qui se passait à Brest en 1914. Et j'ai abandonné face à le déluge de documentation nécessaire. Parce que reconstituer la rade de Brest avant le bombardement, j'ai déjà mis 6 mois pour réunir les docs et faire le dessin. Donc j'ai dit, puis après le fusil, on m'a dit non, mais tu sais, les Canadiens, ils n'avaient pas ce fusil-là. Et donc j'ai dit non, en fait, j'aime bien l'histoire, mais je ne ferai pas de BD historique. Et donc voilà, heureusement pour moi, je pense que s'il y avait eu beaucoup de docs un univers très éloigné de moi, peut-être ça aurait été un frein, je ne sais pas, à vrai dire. Là, Alia avait fait un travail de récolter d'images, même sur son passé, parce qu'on raconte sa jeunesse à l'école de Belleville d'architecture dans les années 90. Elle avait plein de docs, plein de photos, c'était assez émouvant en fait. Donc là, c'est vraiment la collaboration qui vous permet de vous nourrir tout au long du process de création. Oui, c'était pas Jacques Tardy, vous voyez, avec la photo. J'admire, mais moi je crois que j'ai pas la patience, je dois le dire. Benjamin, vous avez dessiné, et donc Fred l'a dit, plein d'arbres de façon très différente. Est-ce que vous êtes sorti en forêt ? On dit que les dessinateurs de bande dessinée sont collés à leur table et dans leur atelier. Est-ce que vous avez profité de l'occasion pour aller vous balader, ou est-ce que vous allez nous avouer qu'en fait vous avez utilisé Internet et Google Images pour trouver des essences d'arbres ? Alors déjà j'avais pas mal de carnets qui étaient remplis d'arbres, de dessins. J'habite dans un endroit où il y a pas mal d'arbres, donc je fais régulièrement des promenades, tout ça. On avait, c'est vrai, à ce moment-là, un délai assez court. Moi, le livre idéal que j'aurais aimé faire, c'est un livre que j'aurais fait dehors. Et j'ai malheureusement pas pu faire ça parce qu'il fallait envoyer du steak un peu, quoi. Donc, du cake. Et du coup, c'est Fred qui s'est chargé de faire la documentation. Voilà. Il m'a fait un super travail de documentaliste. Hein, on dit ça, documentaliste. Et du coup, il m'envoyait pour chaque page, pour chaque chapitre, tout ça. Et il m'envoyait toutes les docs, quoi, des arbres, des graines, des animaux, etc. Donc ça, c'était vraiment chouette. Ça m'a permis d'avancer beaucoup. Et effectivement, il y a plein d'arbres que j'ai fait beaucoup de têtes ou d'après photos, ou d'après de la doc, ou des bouquins de bouquins sur les arbres, quoi, des illustrations, des choses comme ça. Donc j'ai ajouté un peu pêle-mêle tout ce que j'avais sous la main, quoi. Voilà. Si j'avais pu effectivement aller me promener, bon, alors après il n'y avait pas toutes les essences non plus autour de moi, par exemple c'était quoi déjà, les chênes lièges. Non, oui, c'est pas le plus courant.
En Allemagne. Mais c'est sûr que c'était un peu frustrant ce truc-là. Voilà. Mais comme c'était un livre documentaire, c'était pas un livre d'art, quoi. Oui, fallait, oui, voilà, oui. donc il fallait être efficace. Il y avait aussi ce truc c'était quand même des cases. Enfin, c'est pareil, on a bien explosé les cases, mais il y a quand même ce truc où c'est pas des grands. Alors, il y a quelques grands dessins, mais c'est quand même guidé, quoi. Il y a quelque chose de pédagogique, avec une narration bien précise. Donc, c'est quelquefois juste des morceaux, des bouts d'arbres, des bouts de trucs. Puis alors, il y a ce truc aussi où, quelquefois, il fallait être très, très précis sur des choses à dessiner de manière presque photographique. Là, c'était bien d'avoir des photos. Voilà, donc, Ça permet d'animer le récit, en fait, le fait que le dessin change. C'est-à-dire qu'il y a des choses très jetées et d'autres très figées de façon scientifique. Ouais. Et du coup, ça modifie aussi quand on feuillette ou même à la lecture. C'est pas tout le temps la même sauce, quoi. Ce qu'on voyait tout à l'heure sur la case, j'ai peut-être elle était fort à propos, donc on va repasser dessus sur ces cases-là. Cette planche, on a un dessin presque un peu naïf, presque là, très proche de la BD franco-belge, presque d'humour, qui est très éloigné justement de du dessin plus précis, plus rigoureux. Bah, ça, c'est marrant parce que, alors bon, déjà, il n'y a aucune documentation là, c'est vraiment comme ça. Et ça, c'est du Fred Bernard. C'est-à-dire que c'est toi au début. C'était les toutes premières cases, ça, les toutes premières planches. J'avais croqué et donc, ça. tu avais fait un petit crowbar rapide avec le petit papillon qui vole et tout. Et moi, je trouvais ça super mignon. On suivait le papillon. Donc, j'ai repris le truc, quoi. Voilà. Alors, c'était cool parce qu'en fait, Fred, il ramenait des storyboards. Alors, quelquefois, j'y étais fidèle, comme là, par exemple, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas mieux à faire. Et quelquefois, je m'éloignais carrément. Oui, le principe, c'était moi, je ferais comme ça, mais tu fais ce que tu veux. Voilà, l'idée, c'était. Moi, ça me servait surtout à avoir l'encombrement des textes, savoir l'idée générale, et puis après, j'interprétais un peu comme je voulais, quoi. Mais c'était chouette parce que je me sentais moins seul. Je me disais, okay. Ah bah ouais, non, mais c'est tout seul, ça, tu deviens fou, peut-être. Ouais. C'est dangereux. Mm. Parce qu'en fait, Il a le fallu dessin, plus de temps. il peut être sans être réaliste, on peut reconnaître les plantes avec plein de dessins différents. On peut prendre du Miyazaki, du Walt Disney ou la tapisserie de la Dame à la licorne. On reconnaît les fraises des bois, les marguerites, tout, les pissenlits. Mais c'est pas le même dessin, mais on reconnaît. Et donc là, on s'est amusé aussi avec ça, c'est-à-dire que toutes les feuilles où il faut reconnaître les feuilles. Ou les petites maladies de la feuille, tout ce qui est petits parasites, ça c'est galère. Merci Internet. Par contre, il faut être super vigilant. Si c'est pas les sites de muséum ou quoi, c'est des trucs de fans. Et puis, faut pas prendre ça pour quand on mange des champignons, quoi, surtout. Mais parce que c'est blindé d'erreurs, parce que tous les sites de fans, comme il y en a de trains électriques ou de béton. Et non, mais des dingues en fait, du coup, c'est des amateurs. Et si c'est pas un site de muséum, il y a plein de. Non, c'est pas ça le nom latin. C'est pas ça le. C'est plein de. Avoir les bons bouquins, passé. quand même, Ah bah, ça, c'est d'où les livres. Moi, j'avais pas tout à la maison, mais si c'était les arbres, je prenais mes guides. Là, on sait que tout est bon, quoi. Ça a été relu. C'est chez des grands éditeurs sérieux et tout ça. Mais sur Internet, il y a vraiment. Plein de fois, je lui ai envoyé des photos. Non, c'est pas ça, j'ai peut-être trompé. C'était la tordeuse du chêne, elle est pas du tout comme ça. La chenille, en fait, il y a un petit truc au bout. Et ça, c'était quand même obligé d'être précis. Et puis ça, là-dessus, Peter, il rigolait pas. Hein, quand il relisait, il faisait non. Nine. Non, c'est pas la bonne chenille. Donc on résume, Antoine a découvert l'intransigeance des fans de fusils canadiens. Exactement. Et vous, l'intransigeance des fans de chenilles. Très bien. Les fans allemands. Antoine, on voit là sur cette page de Benjamin un dessin où on sent qu'il s'autorise à être un peu plus libre. Vous qui avez dû mettre en scène le réel là complètement, un réel brut, technique. Comment est-ce que vous vous êtes graphiquement accordé des pauses ? Comment est-ce que vous êtes accordé un peu de fantaisie dans le dessin ?
Ça, c'est une vraie question. C'est la première BD. En fait, j'ai pas vraiment conscientisé tout ça. C'est un peu après, mais au début, j'étais un peu stressé. Donc, j'ai fait du dessin comme je faisais en architecture, très appliqué. C'est une esthétique que je revendique, très franco-belge, ligne claire. C'est les auteurs que j'aime lire. Mais j'ai vu aussi toute la rigueur, des fois le côté un peu paralysant, ce truc-là. Et puis, quand il faut faire une grande planche, pareil, en termes de délai, ça va plus du tout. Je faisais moi-même mes couleurs aussi. Alors, tous les délais se rallongeaient, donc on a dû quand même faire des concessions. On y reviendra peut-être. Et si, pour te répondre à ta question, quand même, si on sentait que quand il y avait c'est une question de respiration. C'est-à-dire qu'à un moment, on a donné les informations et je savais que là, on pouvait s'offrir une grande planche, que c'était... on a essayé de trouver à chaque fois qu'on tournait la page, l'idée c'est de dire c'était quoi la mise en scène, c'était quoi. Alors là, on était dans un bâtiment, chantier. Après, il y avait Star Wars. Après, on racontait la manière d'un western. Donc déjà, on essayait de trouver, peut-être pas pour chaque page, mais pour chaque chapitre, un biais, un ton. Des fois, c'était de la parodie. Voilà. J'allais chercher dans les maigres références que j'avais. Mais vraiment, comme c'est ma toute première BD, je ne sais pas si j'ai encore ce recul pour conscientiser tout ce que j'ai fait. Au début, c'était peut-être très appliqué. À la fin, peut-être, c'est ça, hein, d'ailleurs, à la fin, j'ai commencé à prendre vraiment du plaisir et à relâcher un peu mon trait. Je dis ah oui, c'est ça en fait que j'ai envie de faire pour la prochaine BD. Donc bon, pour la prochaine quoi. Pour rester encore un petit peu sur le dessin et sur l'illustration, peut-être Fred, comment est-ce que vous avez choisi, comment est-ce que sont venues les images puisque vous faites du storyboard, vous prenez du storyboard à Benjamin, on est sur un texte très, très brut qui vous a passionné, mais on est sur des mots. Comment elles naissent ces premières images pour vous ? J'ai fait comme Antoine quand il disait qu'il... le texte, il était écrit, hein, je l'avais écrit. Je faisais mes patates de texte et je me disais, alors, comment on illustre le texte ? Parce qu'en fait, c'est clairement, le texte tient avec l'image, ou alors on fait une grande balade, en même temps, si on enlève le texte, on se balade dans la forêt et tout. Et donc, j'ai tout fait en fonction de l'espace que laissait le texte. Sinon, on avait 500 pages aussi. Et déjà, on en a rajouté au moins 30 par rapport à ce qu'on avait prévu au départ. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où c'était trop tassé, on est passé sur 2 pages au lieu d'une. Et, mais les dessins, je les faisais... moi, je ferais ça, en fait. C'est-à-dire que, c'est vrai, ils se baladent, donc il faut quand même de temps en temps une contre-plongée. Moi, ça, de moi-même, ça ne me vient pas. Je m'en fous, en fait, moi, que la caméra, elle soit là ou là. Je ne suis pas cinéaste, je raconte... Enfin, ça ne m'intéresse pas. Mais là, j'étais obligé parce qu'il ne se passait pas grand-chose. C'est un huis clos, quoi. Et donc là, c'était un truc nouvelle vague, un peu, où fallait quand même penser les plans. Non, mais c'est vrai, c'est pour ça qu'il y avait des saisons aussi. C'est que sinon, un gars qui se balade dans la forêt pendant 200 pages... Hein ? Mais tu pouvais, voilà. En tout cas, ce qui était intéressant, c'est d'avoir les deux trucs. C'est-à-dire que là où tu séchais, moi, je pouvais... ah oui. Voilà. Donc on était complémentaires là-dessus, c'était bien. Et puis moi, pareil, il y a fin, des endroits où j'avais pas du tout d'idée. Et t'as amené une idée. Oui, moi aussi, je parle tout seul, hein, mais on était 3 aussi, hein, heureusement. Hein, et on prenait le relais parce qu'il y en a un qui disait je vois plus. Et combien de fois ça a été débloqué en une discussion à 3 ou voilà. C'est vrai que d'être tout seul, je pense qu'on devient fou. T'es sur un pied, tu vas moins vite. À 2 pieds, Ouais. t'avances, quoi. Allez. Antoine, c'était votre premier album. Qu'est-ce que, votre premier album en tant que BDaste, de quoi vous avez envie maintenant ? Peut-être d'ailleurs, vous êtes peut-être déjà au travail sur quelque chose d'autre. Tout à fait. J'ai eu la chance de pouvoir amorcer un deuxième projet qui est toujours en cours, mais qui est en très bonne voie, aux 2/3 de la BD. Donc c'était très, très chouette de pouvoir sauter d'un projet à l'autre, d'autant qu'ils sont très différents. Et moi, je me sens pas du tout en capacité d'écrire ou de raconter quelque chose pour l'instant. Donc j'aime bien, et j'ai tellement adoré m'entourer de un journaliste, une architecte. Et là, je travaille avec un dramaturge, donc un auteur de théâtre, qui à force de réécrire une pièce s'est dit mais en fait c'est de la BD, et me l'a proposé. Et donc là, c'est lui qui arrive avec son univers, et j'aime bien me mettre au service aussi de choses très différentes. Donc là, l'architecture, il faut toujours que je glisse un peu d'architecture. Là, le personnage principal, c'est une maison. Donc, il y a de la perspective dans tous les sens et des contre-plongées. Et je suis rassuré. Mais c'est un récit plus intimiste, c'est de la fiction. Et peut-être ça correspond plus, en tout cas, à mes habitudes de lecteur. Donc, voilà. On approche de la fin de cette rencontre.
Et avant de donner la parole à la salle, je voulais vous demander ce que vous aimeriez qu'on retienne de ces livres. Quelle information essentielle, Benjamin, peut-être, sur la vie secrète des arbres. Qu'est-ce que vous retenez, que vous avez envie de partager vraiment largement avec le public de ce livre? Pour moi, le plus important, c'est le fait que tout vit ensemble, quoi. C'est l'osmose entre tout, quoi. Que tout se tient. Voilà. Nous, les animaux, les arbres, l'air, l'eau, tout vit ensemble. Et c'est cet équilibre qu'il faut. Et donc, pour qu'il y ait équilibre, il faut qu'il y ait empathie, il faut qu'il y ait connaissance. En tout cas, pour nous, les humains, on a besoin de refaire le chemin à l'envers, quoi. On a besoin de comprendre où on est. Voilà. Donc, c'est un territoire, un livre. Hein. Donc, on rentre dans un territoire pour aller explorer des choses. Si on ressort de ce territoire en ayant compris un petit peu où sont les bords, où sont les trucs, où sont les possibilités d'agir ou de non-agir, voilà. C'est un peu le but, quoi, pour moi. Fred, est-ce que vous partagez, est-ce que c'est quelque chose de similaire que vous partageriez avec nous sur ce livre, la dernière information? Oui, non, mais c'est pourquoi j'ai adoré ce bouquin alors que j'en avais déjà lu plein des bouquins de Jean-Marie Pell, de plein de gens, de Francis Allais. C'est parce que même si on aime bien, il a une façon de raconter qui fait qu'on va être en empathie avec des bouts de bois, avec de la sève dedans, avec des feuilles au bout des branches, qu'on appelle des arbres. Mais c'est pas du tout évident, même si c'est beau, certains les embrassent et tout ça. Lui, il s'en amuse, mais il n'est pas du tout comme ça, hein, putain. Mais quand on a lu son livre, c'est son anthropomorphisme qu'on lui a reproché, mais qu'on lui reproche plus, puisque Francis Allais a dit qu'il avait bien aimé la BD. Francis Allais, c'est le cousin de la grand-mère de Benjamin. Le hasard de la vie. Oui, tout était écrit. Mais franchement, donc, pour faire court, oui, en fait, on voit plus, même si on s'y intéressait, on ne regarde plus les arbres pareils. Qu'on soit en et tous les gens qu'on a revus, qui l'ont lu entre-temps, ils nous disent après... Alors, par contre, c'est un peu triste. C'est-à-dire que c'est de l'empathie, je vais te couper la branche. En fait, on devient animiste, quoi. Ouais. C'est-à-dire que je vais te couper la branche, parce que tu vois, elle me gêne avec quand je passe. Non, mais on va faire comme les Indiens, on va parler, pardon. Mais c'est ça, en fait. Mais il n'y a que comme ça qu'on va sensibiliser les gens, à mon sens. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des études scientifiques avant d'aller aux Beaux-Arts, et il y avait déjà ce truc, pas d'anthropomorphisme. Moi, je veux bien. Mais pourquoi les gens ils préfèrent les lapins et les chevreuils aux tortues ou aux lézards? C'est parce qu'il y a Bambi, Pampan. Non, mais c'est qu'en fait, on a envie de protéger ce qu'on aime bien, et souvent, c'était des livres ou des dessins animés qui faisaient de l'anthropomorphisme, qui nous ont fait nous attacher à ces animaux-là et pas à d'autres. D'ailleurs, les serpents en Asie, on les adore, et pas que dans un bol. Mais je veux dire, non, mais nous, c'est notre culture, c'est d'aimer les petits lapins, les Bambis. Et puis il y a des cultures où c'est autre chose, c'est les tatous, c'est les tortues. En Asie, les tortues, ils sont super fans. Et ben, il faut faire pareil avec les arbres, en fait. Et ce livre permet ça, de les aimer plus, ou de les regarder vraiment comme on peut ne pas regarder d'autres êtres humains aussi. On peut passer à côté de gens dans les rues et partout. Et en fait, si on fait... Voilà, donc je pense qu'il est sincèrement... Je pense que c'est pour ça qu'il a marché dans le monde entier, ce bouquin. C'est que ça a fonctionné dans plein de pays différents. En Asie aussi, ils ont fait « Mais oui, mais bien sûr ». Ça rentre en résonance avec les gens. Et donc Antoine, cette dernière idée de béton. Alors c'est une idée un peu amère, mais qui débouche sur une vision optimiste. Et je m'explique. Je pense que moi, l'idée forte, parce que ça m'a un peu secoué, c'est de voir avec quelle rapidité on a abandonné nos manières de construire. Il n'y a même pas 60 ans, nos grands-parents, évidemment, construisaient eux-mêmes leurs maisons, construisaient plusieurs maisons au cours d'une vie. Les savoir-faire étaient là, communément répartis. On construisait avec plusieurs matériaux. On avait un soubassement en pierre, puis on montait en briques, puis une charpente en bois. Et ça fait des architectures qu'aujourd'hui tout le monde qualifie de belles, architecture vernaculaire, dans le monde entier, de toutes les campagnes, même des villes.
Et le béton a vraiment opéré un changement incroyablement brutal sur la manière de construire et tous ces savoir-faire qui ont disparu, qui fait qu'aujourd'hui, nous, on commence le bouquin, on pense que construire en Algérie, construire en terre, c'est pas cher. Et puis à la fin du livre, on nous dit en Suisse, mais construire en terre, c'est pour les riches. Et parce que les savoir-faire ont disparu, il n'y a plus que 3 personnes qui savent faire du torchis. Voilà. Et donc ça, c'est un peu... Et c'est allé très très vite en fait. Et ça, c'est un vertige. Mais ça débouche sur quelque chose d'optimiste. C'est aussi la rapidité avec laquelle je vois dans les écoles d'ingénieurs et d'architecture surtout, les étudiants, mais même les professeurs, ça y est, ont pris conscience et on ne dessinera plus des plans avec un pochet noir. On dessinera une brique plus une brique, une pierre plus une pierre. On se posera la question de comment le bois pose sur la pierre, et ça, on va retrouver toute une filière, tous des savoir-faire, j'en suis sûr. Merci pour cette note optimiste. Est-ce que maintenant, il va être temps de partager un peu plus avec vous et ensemble ces livres? Est-ce que vous souhaiteriez poser des questions à nos auteurs ou faire mettre des remarques sur ce que nous avons échangé? Oui, tout à fait. Si vous avez quelques questions... Écoutez, oui, madame devant, oui, au 2e rang. Sur l'adaptation de La vie secrète des arbres, est-ce que Peter a été ultra interventionniste sur le scénario, sur les choix et les renoncements que vous avez faits? Est-ce qu'il était très regardant et tatillon? Ou est-ce que vous avez eu carte blanche par rapport à l'adaptation? On avait pas... non, pas vraiment carte blanche. En fait, il n'était pas du tout tatillon, mais très précis. Il a changé, par exemple, qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Il nous a foutu une paire royale. Ouais, il nous a foutu une paire royale. Par contre, il a tout relu dans le détail, et il y avait des chiffres, par exemple, qui n'étaient plus les bons, parce que la recherche avance, et que le livre avait déjà 10 ans. Donc, il a changé certains chiffres... et puis des trucs où il ne comprenait pas parce que pour des problèmes de traduction. Non, franchement, il n'a pas du tout interventionniste, non. Non, il nous a dit vous allez-y, vous faites votre bouquin. Enfin, c'est votre livre. C'est votre livre, quoi. Et donc non, il a été super pour ça. Et quand on s'est revu, il nous a dit qu'il était mieux que son livre. La BD, elle était mieux que son. Non, mais il nous l'a dit. J'ose à peine le dire, mais il nous a dit que c'était mieux. Et pas que parce qu'il y avait des dessins. Non, mais ouais, c'est vrai. C'est vrai parce que en fait, il dit on comprend tout parce que c'est vrai que ça manquait cruellement d'images son livre en fait. Moi, j'avais lu ça avec mon téléphone. Alors mycorhize, tout le temps on cherche de quoi il parle. À part, on n'a pas sa culture hein, donc scientifique. Même s'il vulgarise, qu'encore une fois il vulgarise, mais. Est-ce qu'il y a une traduction allemande prévue? Histoire que les traducteurs s'en mettent dans l'autre sens maintenant. Oui, si, c'est fait, c'est sorti, et là-bas, ça marche pas du tout. Non, mais c'est vrai, parce que c'est pour les petits-enfants, les BD, et donc ils n'ont pas la culture, donc ils en ont fait des piles, mais personne ne les a pris. Non, mais c'est vrai. Voilà, non, ça marche pas du tout là-bas. Lui, il est dégoûté. Hein. Merci. Est-ce que vous avez... est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir? Eh bien, écoutez... je vous remercie d'avoir été avec nous. Je vous remercie Antoine. Merci beaucoup. Frédéric, Benjamin. Merci. On a bien... Et nous vous souhaitons un très bon festival qui débute 2024. Très bonne fin de journée à toutes et tous. Merci.